Je m'appelle Ida Tesla, je suis metteur en scène, je suis artiste associée de l'association Pipo. Pipo, c'est hip-hop à l'envers. Parce que quand j'étais dans une grande école d'art, mes collègues me disaient que je faisais du pipo. Parce que je travaillais avec des danseurs de hip-hop. Et donc c'était des cultures populaires qui pour eux n'avaient pas d'intérêt, parce que pour eux avaient seulement intérêt à ce qu'on trouvait au centre Pompidou, dans les musées. Donc voilà, ça nous a paru intéressant à eux et à moi à l'époque de faire cette association et de l'appeler volontairement Pipo, parce qu'on pense qu'il n'y a pas forcément une différence si forte ou même visible entre culture savante et culture populaire. À travers Pipo, j'ai cultivé de nombreux engagements, puisque l'idée c'est d'appartenir à des réseaux pour être efficace, parce que c'est vrai que quand on a investi dans un travail micro-local, on se rend compte qu'on se heurte à des problèmes structurels en permanence. Et donc l'important, c'est de pouvoir aussi résoudre les problèmes à d'autres échelles, en fait. Donc se solidariser voilà, avec plein de micro-associations pour avoir des engagements à plus grosse portée. Donc à ce titre-là, je fais partie des cofondatrices d'une coordination nationale qui s'appelle Pas sans nous et qui en fait est issue du rapport de Marie-Hélène Baquet qui est sociologue et puis de Mohamed Meshmach qui est militant des quartiers populaires depuis 30 ans pour changer un peu les manières dont se décident les choses dans les quartiers populaires et faire en sorte que la population soit entendue. L'idée, c'est qu'il n'y a pas de frontières en fait. Par exemple, moi je connaissais un dessinateur professionnel et quand il voyait des mamies dessiner du henné sur les mains, il me disait mais c'est incroyable la technicité qu'elles ont. Il y a très peu d'artistes aujourd'hui, de professionnels qui peuvent faire ça parce que c'est pas une surface lisse. Donc en fait, elles savent dessiner sur une surface qui n'est pas du tout un papier ou plat. Et il me disait c'est un art extraordinaire. Donc l'idée c'est qu'en fait c'est une invention idéologique, la frontière qu'on pourrait mettre entre ces différents arts. Donc c'est retravailler cette question en fait, qui est une tension dans la société française, mais qui en soi, pour nous, il n'y a pas de conflit du tout, au contraire. Il s'est développé une réflexion très intéressante depuis peut-être 10 ans maintenant qui s'appelle les droits culturels. Donc les droits culturels, c'est un outil très intéressant qui justement nous ramène un peu à cette vision de la culture comme quelque chose d'extrêmement large et pas aux mains de spécialistes. Et donc nous rappelle qu'il y a des cultures, que de toute façon la culture n'est qu'un creuset, un mélange de milliers d'influences. Hein. Il suffit de regarder les instruments de musique, qu'ils ont voyagé dans le monde entier et voilà, ce qui les rend intéressants, c'est bien ça. Donc les droits culturels nous aident beaucoup justement sur cette question, non pas du droit à la culture comme seulement sur la question de l'accès, je vais au cinéma parce que c'est gratuit, le musée il est gratuit une fois par mois, mais ma culture aussi à moi, et non pas ma culture forcément d'un point de vue ethniciste, hein, ma culture avec tout ce qu'elle a de composite, des morceaux que j'ai glanés partout, a le droit d'être reconnue et de s'exprimer, d'être entendue et partagée. Donc ça c'est vrai que c'est un outil très intéressant sur lequel on essaye de travailler, mais qui est quand même une remise en cause assez importante dans le milieu culturel français. On a donc dans le cadre de nos chantiers au Sanitas, on a eu l'occasion de faire une série de courts films documentaires. Et comme on était déjà engagé dans le quartier auprès de femmes très, très engagées au quotidien, on a voulu mettre en valeur leur travail. Est-ce qu'on en a discuté avec des chercheuses qui travaillent en Amérique du Sud. Et elles faisaient le même constat, en fait, c'est que ces pratiques de femmes n'étaient pas vues comme des engagements politiques. Et c'est très proche de notre manière de travailler, donc nous ça nous avait parlé parce qu'elles n'ont jamais utilisé de isme, voilà, elles vont pas dire ah, je fais ça au titre du féminisme, je fais ça pour l'égalité, je fais ça. Alors, en fait, il y a un des films, donc c'est une dame qui fait un atelier de cuir, une jeune femme qui a créé un jardin incroyable comestible ouvert à tous, une dame qui fait des ateliers couture bénévoles dans laquelle elle reçoit beaucoup de dames qui viennent d'arriver en France qui ne parlent pas français. Donc la couture, c'est absolument génial, justement, comme moyen de dialogue. Dans ces cas-là, on arrive à faire beaucoup de choses ensemble, en fait, sans les mots. Donc ça aussi, je pense, sur la parole, il y a beaucoup à dire.
que la relation ne passerait que par la parole. Je pense que c'est complètement faux, c'est par des pratiques. Et que ces pratiques, on va se dire, oh, une femme qui fait de la couture, hein, c'est pas très moderne. Hein. Sont minimisées parce qu'elles sont quotidiennes, parce qu'elles sont vues comme, en France en tout cas, féminines, parce qu'il y a des pays où c'est les hommes qui font la couture. Donc là encore, c'est des représentations. Et voilà. Et là, certaines étaient issues de l'immigration, récente ou ancienne, pas toutes. Et voilà, et c'était très important pour nous de mettre en lumière ces femmes et leur engagement parce que on pense que nous c'est ça les forces de vie en fait qui transforment le monde et pas forcément des grands discours ou des grandes actions. On croit vraiment à ce petit travail du quotidien et souvent il est féminin. Et il y avait la chercheuse faisait le même constat en Amérique du Sud. Finalement, c'était pas considéré comme important et peut-être que c'est ça en fait qui transforme la société. En ce moment, il y a le débat qui m'agace un peu entre universalisme et particularisme, l'idée qu'il faudrait choisir là encore entre les deux, alors qu'avant on était que la République française était bêtement universaliste, que ça l'empêchait de voir ses minorités, ce qui est une critique à laquelle je souscris complètement, mais qu'aujourd'hui tout le monde voudrait avoir sa particularité, donc on ne pourrait plus faire du commun. Là aussi, je pense qu'on est engagé dans un débat qui est complètement faux et en fait, quand on fait justement des films ou des spectacles, on se rend compte, ou des romans, on sait que souvent c'est les artistes qui écrivent à la première personne, je, et qui racontent le plus intime, qui vous touche le plus. Alors vous n'avez rien à voir ni avec leur lieu de naissance, ni avec leur histoire. Enfin, et qu'à partir d'en fait, au contraire, l'anecdote familiale, personnelle, c'est là qu'ils touchent tout le monde et que voilà, il y a de la même façon des gens qui sont capables de brasser plusieurs cultures, qui ont une vision extrêmement large, vont aussi nous toucher au plus intime de ce qu'on a vécu. Donc je pense que voilà, ça serait déjà bien si on posait les vrais termes des débats, on aurait des meilleures réponses déjà.